on passe tellement de temps aujourd'hui sur les écrans que Bien je sûr. ne peux pas concevoir que ce soit juste des conversations superficielles. Ouais. Ça me semble pas possible et je pense qu'on prend pas assez le temps de discuter de manière profonde sur les raisons qui nous poussent à y aller. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. Apprendre avec le numérique, pourquoi pas ? Mais il faut avant tout apprendre à utiliser le numérique en lui-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode expert où nous allons aborder l'hyperconnexion par le prisme des sciences de l'éducation. Notre experte du jour est Mathilde Riant. Mathilde est chercheuse en sciences de l'éducation et travaille pour le projet Phonics Health, une application basée sur des études cliniques pour accompagner les jeunes dans leur usage du numérique pour lutter contre la dépression, notamment liée à la sédentarité digitale. Phonics Health travaille à construire une application qui soit un dispositif médical permettant d'accompagner les jeunes dans leur gestion des écrans dans le cadre d'un suivi médical. Actuellement, l'application existe déjà sous la forme d'éducation, mais je vous en reparle en fin d'épisode et dans la description. Dans cet échange, nous allons parler d'amotivation, de ce qui nous pousse et pousse les plus jeunes à passer autant de temps en ligne. On va parler de cadre, de connexion, de contrôle parental. En bref, d'éducation dans le sens large et dans tout ce que cela peut toucher autour. Comme d'habitude, en plus des lumières de notre experte sur le sujet, notre échange est rempli de conseils concrets que vous pourrez appliquer pour vous, pour votre famille. Et petite exception, l'épisode est disponible en vidéo sur YouTube. Vous pourrez apercevoir les montagnes grenobloises en arrière-plan de notre discussion. Sans plus tarder, je vous laisse à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Mathilde Riant. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les sciences de l'éducation exactement ? Alors, les sciences de l'éducation, on va dire que ça regroupe tout un ensemble de disciplines. Donc, ça peut être l'histoire, la psychologie, la sociologie et encore tout un tas d'autres disciplines et qui traitent d'une thématique, c'est-à-dire l'éducation. Voilà, je dirais que c'est ça, les sciences de l'éducation. D'accord. Et moi, j'ai plutôt une spécialité psychologie quand même, D'accord. psychologie de l'éducation, où je vais plutôt m'intéresser au processus de développement dans le domaine académique des jeunes, voilà, globalement. Ok. Et donc, puisqu'on est sur un podcast qui parle d'hyperconnexion, Oui. Quel est l'impact du fait qu'on soit tout le temps sur nos smartphones, tout le temps connectés, tout le temps dans le numérique, sur nos capacités d'apprentissage et surtout sur celles des jeunes, du coup ? Ouais. Alors, aujourd'hui, dans la littérature scientifique, le lien, en tout cas l'impact, n'est pas tout à fait avéré. D'accord. Il y a quelques études qui montrent effectivement qu'il y a quand même un lien. Donc, que plus on passe de temps sur les écrans, en tout cas tout ce qui est en dehors du cadre scolaire, va avoir en tout cas, est lié de manière négative aux performances scolaires des jeunes. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, je dirais qu'il y a encore pas mal de chemin à faire sur ce sujet. Mais quand même, nous, par exemple, ce qu'on a pu repérer dans une étude qu'on a menée là, il y a vraiment très peu de temps, c'est qu'un usage intensif, notamment du smartphone, était plus associé à ce qu'on appelle la motivation, donc L''A motivation, donc c'est le fait à motivation scolaire, c'est le fait de ne pas comprendre pourquoi on va à l'école. Ok. Donc quand même, il y a dans le domaine scolaire, il y a quand même des signaux qui sont quand même importants, des liens. Alors après, la question, c'est de savoir si c'est le fait d'utiliser les écrans Bien qui sûr. conduit à plus d'amotivation, ou est-ce que c'est du coup le fait d'être amotivé, de ne pas trouver du sens dans son travail académique, que du coup, on a tendance à plutôt aller sur les écrans. Voilà, c'est la D'accord. grande question. Qui cause quoi ? Enfin, qui est la cause de départ ? C'est ça. L'œuf ou la poule, un peu, quoi. C'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes et les moins jeunes, en tout cas, enfin voilà, quelles sont les techniques pour aider à déconnecter, à retrouver cette motivation de faire des choses hors des écrans, et donc cette motivation d'aller à l'école, etc. Est-ce qu'il y a des techniques que tu peux nous donner pour retrouver un peu cette volonté et à contrario de cette addiction. Enfin, cette addiction, c'est un terme un peu compliqué et qu'il faut pas forcément utiliser dans ce contexte, mais à côté de cette envie irrépressible d'aller vers la dopamine, vers la facilité, vers le divertissement, etc. Alors là, encore une fois, je vais un peu me baser sur toutes les lectures dans la recherche que j'ai pu lire ces derniers temps. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance de la structuration en fait, de règles. On en parle quand même très souvent dans le cadre de l'école. Quand même. Les règles, c'est très important. La consommation des écrans, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire que il faut fixer des règles, il faut avoir des attentes très claires sur le pourquoi on y va. Et si, par exemple, on va sur Internet à des fins scolaires, ça peut être tout à fait bénéfique pour justement le domaine scolaire, puisqu'on est vraiment là-dessus, là. Donc, c'est important quand même de se centrer quand même, avoir des objectifs quand on va sur les écrans. Okay. Ensuite, l'autre point aussi qui est important, c'est quand est-ce qu'on y va. Par exemple, il y a une étude qui a montré que le fait de jouer à des jeux vidéo chez des plus jeunes, chez des ados, ça avait un lien négatif sur les performances scolaires justement des jeunes que lorsque c'était joué en semaine. D'accord, ok. Donc, alors je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais en tout cas, il y a quand même la question au niveau des règles, c'est quand est-ce qu'on joue. Est-ce que le fait de jouer en semaine, c'est une bonne chose ou pas. Et il y a quand même des études qui montrent que le lien n'est pas forcément, en tout cas, adapté d'un point de vue scolaire. D'accord. Ouais. Et que du coup, c'est important de peut-être se poser la question de quand est-ce qu'il est préférable de jouer aux jeux vidéo ou faire d'autres activités sur les écrans. Voilà, donc je dirais que globalement, ce qui est important, c'est vraiment de poser un cadre avec des règles qui sont adaptées aussi à l'âge du jeune, évidemment, mais aussi, du coup, de prendre en compte le contexte scolaire autour. À quelle heure on se lève, parce qu'on sait que ça peut avoir aussi, malheureusement, là, pour le coup, on le sait, il y a quand même des effets assez causaux sur l'incidence sur le sommeil. Et le problème, c'est que le sommeil, on en a besoin pour l'attention le lendemain à l'école, pour la concentration, et donc, du coup, il faut bien prendre en compte ça. Voilà ce que je dirais de manière globale. Dans la même logique, j'imagine que pour qu'un jeune ait envie de respecter ces cadres, comprenne ce processus-là, il faut une prise de conscience, une sensibilisation des problématiques qui peuvent être amenées par ces outils connectés, par cette présence constante du smartphone, par cette utilisation trop intensive du jeu vidéo. Est-ce que tu as des pistes pour aider les adultes ou pour aider les personnes qu'on voudrait sensibiliser autour de nous? C'est des messages que j'ai parfois... Moi, j'ai compris, mais autour, j'arrive pas à faire comprendre la problématique et du coup, on me voit comme la personne chiante, etc. Est-ce que là-dessus, t'as des pistes? Oui, alors, en fait, c'est que pour prendre conscience de son utilisation, il faut avoir un peu des données quand même. Donc aujourd'hui, on a sur nos smartphones la possibilité quand même de visualiser un minimum le temps qu'on y passe. Donc ça peut être un premier point de discussion en famille, par exemple. Bien, on va regarder. Ok. Mais ce qui est important, en fait, c'est le jugement. Comment dire, un jeune, notamment dans son développement, l'adolescence, c'est très important de se connecter aux autres, etc. Donc, du coup, et les réseaux sociaux, par exemple, sont un moyen pour le faire. Donc, c'est important de comprendre les raisons qui vont pousser le jeune, en fait, à aller sur certains réseaux sociaux ou certains jeux vidéo, etc. Mais sans jugement, dans le sens où ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre. Tout simplement, de s'intéresser à ce que le jeune fait sur ses écrans. Et puis, il faut aussi se dire que si un jeune va sur les réseaux, alors non seulement c'est fait aussi pour qu'on y reste, voilà, on sait que mais c'est que ça satisfait d'une certaine manière quelque chose aussi en nous. Et un jeune, c'est pareil, c'est que ça doit... Alors, on parle en général de 3 besoins psychologiques de base chez n'importe quel individu pour qu'il se sente bien. Okay. C'est satisfaire un besoin de compétence, qui d'ailleurs dans le domaine scolaire, c'est pas forcément évident quand on est au collège ou au lycée ou même en primaire. Et des fois, on peut retrouver dans les jeux vidéo ou dans les réseaux sociaux le sentiment qu'on vaut quelque chose, alors que c'est pas forcément le cas dans la vie à côté. Donc, c'est important de comprendre si c'est pour cette raison-là qu'on a tendance à aller davantage sur certains contenus. Et puis, ça peut être aussi besoin d'avoir... de se sentir très connecté aux autres, parce que c'est un besoin très important, la sociabilisation, quand on est ado. Donc, est-ce que c'est pour surtout rester connecté aux autres? Dans ce cas-là, si c'est le cas, comment je fais pour équilibrer, de manière à ce que ce besoin soit assouvi aussi en dehors des écrans? Et puis, le dernier besoin aussi qui pourrait être assouvi, c'est le besoin en fait, de se sentir tout simplement libre d'être qui on veut, qui est très important, de comprendre qui on veut être dans le développement aussi de l'ado, c'est très important. Et des fois, sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut un peu être qui on veut, on peut avoir les influenceurs qui vont donner des inspirations, avoir le sentiment qu'on est libre, finalement, d'avoir telle ou telle identité, d'avoir telle apparence,
Sur les jeux vidéo, c'est un peu pareil, hein, on explore des mondes complètement inconnus, on peut devenir vraiment qui on veut. Et en fait, tout ça, ce sentiment de liberté, peut-être qu'on ne le retrouve pas forcément dans la vie réelle, notamment à l'adolescence. Donc la question aussi, c'est ce que j'inviterais à faire, en fait, c'est de poser la question. Pourquoi, en fait, qu'est-ce que je recherche, en fait, là-dedans, pour pouvoir ensuite aiguiller vers des activités qui pourraient peut-être assouvir les mêmes besoins en dehors. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est hyper complet et hyper intéressant parce que quand on entend ces 3 besoins, on se dit mais évidemment que cette envie d'aller sur les réseaux sociaux elle est tout à fait compréhensible et légitime pour un adolescent. Et donc effectivement, c'est sûr que chercher à satisfaire un de ces 3 besoins, c'est intéressant de l'analyser, c'est intéressant de le comprendre, c'est intéressant de voir les alternatives, mais c'est intéressant de voir si c'est vraiment ses besoins ou si c'est juste une habitude passive de combler un vide, c'est ça. Ou de procrastiner et de vouloir... Oui, en fait, ça nécessite tellement peu d'efforts, en fait. Ça permet de passer le temps, peu de réflexion. Donc, il y a aussi effectivement cette question-là. Si c'est le cas, est-ce qu'effectivement c'est associé plutôt dans le domaine de santé mentale? Est-ce que c'est associé à un mal-être certain qu'il faut surveiller dans ces cas-là, effectivement, Ok, donc oui, dans tous les cas, c'est pareil, un conseil qui revient régulièrement, mais je trouve ça toujours super intéressant de le rappeler parce que c'est un peu le fondement de sa prise de conscience et de son rapport à l'hyperconnexion, c'est toujours se poser des questions de son ressenti, de pourquoi je suis là, et c'est bien souvent dans ces moments-là aussi où on se dit pourquoi j'étais sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai retenu de mon moment passé en ligne, et s'il n'y a rien qui ressort, c'est que là il y a un usage à identifier et à remplacer par une activité plus épanouissante à l'extérieur, quoi. C'est ça. Je me disais aussi, donc d'en parler, je trouve que c'est super intéressant, pour encourager les jeunes, je ne sais pas ce que tu en penses, à créer un déclic ou à prendre conscience. Moi, ce que je conseillerais aussi, c'est de les renvoyer vers des contenus qu'ils ont plus l'habitude de voir, notamment des vidéos YouTube qui commencent à parler du sujet. Ouais. J'ai quelques références. Moi, j'ai créé une playlist, et si tu posais ton tel, où je rassemble en fait des vidéos avec différents créateurs de contenu qui vont parler du sujet de manière plus ou moins lifestyle ou alors très technique et documentaire. Et ça permet aussi de faire parler aux jeunes du sujet en abordant un peu son langage, quoi. Je le recommande pas mal aux personnes qui viennent me poser la question parce que c'est beaucoup plus abordable, comme le documentaire Netflix qui était sorti derrière nos écrans de fumée, qui a aidé beaucoup de personnes à prendre conscience parce que ça se retrouve sur nos plateformes, donc c'est beaucoup plus accessible que d'aller acheter un livre sur le sujet. C'est beaucoup moins froid, quoi. Et puis il y a de plus en plus, effectivement, moi c'est ce que j'ai observé aussi ces dernières années, de youtubeurs ou youtubeuses qui en fait, alors qu'à la base ils ne se traitent pas du tout de cette problématique, mais qui d'un coup vont dire je fais une journée sans mon téléphone. Exactement, ouais. Et en fait c'est super intéressant parce que du coup, comme souvent c'est des inspirations pour les jeunes, s'ils peuvent un peu donner, être un modèle allant dans cette direction, c'est pourquoi pas, ça peut être créer une communauté en fait, une petite communauté autour de cette sensibilisation. Mais je pense qu'il y a des chances que les jeunes générations là, soient de plus en plus ouvertes et intéressées par cette problématique et conscientes des problématiques, justement parce que j'entends de plus en plus de créateurs de contenu en parler. Et il y a des trentenaires qui en parlent, mais il y a aussi des beaucoup plus jeunes, de la vingtaine, qui commencent à aborder le sujet. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et que je ne sais pas s'il y a des adultes qui écoutent là, ce podcast et qui veulent aborder ça avec leurs jeunes, peut-être pas partir du principe qu'ils sont innocents par rapport à ça, ou en tout cas en discuter avec eux et savoir quel est leur ressenti là-dessus. Ça semble intéressant parce que moi, les jeunes que j'ai interrogés, il n'y en a quasiment aucun qui m'a dit je vois pas le problème avec les écrans, quoi. Ils étaient tous plus ou moins conscients, ils se sentaient plus ou moins concernés, ça c'est sûr, en se disant, parfois ils me disaient non je maîtrise, et puis on disait tu passes combien de temps à 8 heures, tu dors combien de temps, 3 heures, donc t'es sûr que tu vois pas le problème. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'au-delà de ça, tous les jeunes à qui j'en ai parlé, en les prenant juste dans la rue sortis d'un lycée, étaient quand même conscients qu'il y avait des problèmes avec ces outils, qu'il y avait des dérives et qu'il fallait surveiller ça, quoi. Après est-ce que j'ai envie de me contrôler ou pas ? Effectivement, certains se sentent pas forcément prêts, malgré la prise de conscience, parce que ça doit répondre justement à des choses, des besoins qui sont plus forts en fait que ça nécessite trop d'efforts en fait aujourd'hui pour aller au-delà, ce qui peut être entendable, tout à fait, à condition qu'il faut pas que ça ait trop de conséquences sur la vie à côté. Et c'est ça c'est juste milieu en fait qu'il faut quand même trouver.
Souvent, j'ai remarqué que les jeunes, en tout cas moi quand j'interviens, ils ont le sentiment que quand on leur propose des solutions pour apprendre à se réguler, ils ont l'impression qu'on va leur enlever en fait leur téléphone, qu'ils pourront plus jamais accéder à leur contenu préféré, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas tout ou rien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez acquis au fur et à mesure des dernières années, avec tout ce développement de contenu numérique, où en fait, c'est soit je peux tout le temps y accéder, soit j'y accède jamais. Mais en réalité, c'est pas ça, se réguler. Se réguler, c'est mettre en place des règles de c'est là, mais j'ai pris consciemment la décision de ne pas y aller pour telle et telle raison. Et inversement, évidemment. Ouais. Et Oui, ça, c'est hyper important, ouais. C'est remettre la volonté, la rationalité dans ces usages-là, parce que ce qui pose problème, c'est quand c'est plus fort que nous, quoi, quand ça devient automatique. Moi, c'est ça que je dis, que je dénonce, et c'est ça que je constate aussi chez moi, c'est quand je sens que ça devient un automatisme et que je me pose plus la question de je veux aller sur tel ou tel réseau et consommer tel ou tel contenu, et que c'est plus fort que moi. Ça m'arrive par période. Et du coup, est-ce que tu as pareil des astuces ou des choses pour aller contre ces automatismes quand on voit que c'est ça, et aider à réguler sa volonté, en plus de ce que tu as déjà un peu évoqué? Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent. Après, pour l'instant, les fonctionnalités sur les smartphones peuvent être très bonnes. Elles sont toutes à tester, j'ai envie de dire. Ça va dépendre de chacun. On a des fonctionnalités, on peut mettre en noir et blanc son téléphone à partir d'une certaine heure. Mettre, du coup, pareil, des alarmes pour dire tu as dépassé ce temps maintenant. Est-ce que tu parles? Alors, le plus difficile, c'est d'accepter ces règles qu'on s'est fixées. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un contrat qu'on signe avec soi-même. Donc, à un moment donné, on ne peut pas décider de... Enfin, je veux dire, si on a vraiment envie d'arrêter, ça veut dire qu'il faut être conscient que ça va nécessiter énormément d'efforts parce qu'on va au-delà d'une machine qui est très bien rodée. Donc, c'est très difficile. Il faut vraiment que ce soit conscient. Et puis moi, je conseille à toutes les personnes... Alors, après, bien sûr, c'est pas forcément évident avec le contexte de vie dans lequel on peut vivre, mais d'essayer d'avoir au moins une activité tous les jours, en fait, qui va être différente que celles qui sont liées aux écrans. Ça peut être de la lecture, du dessin, ça peut être une sortie, au moins une par jour pour que, en fait, on puisse rester connecté à d'autres activités. Voilà, c'est ce que je dirais. L'idée, c'est pas de donner des grandes idées qui sont pas forcément réalisables, mais au moins d'en avoir une par jour. Je pense que c'est hyper important. Donc toi, de ton point de vue, la volonté, même si ça a fait appel à beaucoup de notre volonté, c'est, en tout cas dans la plupart des cas, suffisant de passer un contrat avec soi-même pour réussir à se réguler, ou est-ce que... Non. Je fais un peu l'avocat du diable pour aller... C'est pas forcément suffisant. En fait, le message que je voulais passer, c'était que en s'engageant dans la régulation de ces comportements-là, si on l'a pas fait par le passé, ça peut être vraiment très dur d'un coup prendre conscience en étant adulte notamment que en fait il faut se réguler. Et en fait, ce que je voulais juste dire par là, c'est que si on met pas en place des choses, un cadre en fait pour soi-même très fixe, en fait c'est tellement difficile de résister que s'il n'y a pas la volonté de respecter ce cadre, forcément ça ne pourra pas suivre. C'était un petit peu plutôt cette idée-là. Voilà. Pour contrecarrer en fait la difficulté que c'est de résister à tout ce contenu sans limite, parce que c'est surtout ça le problème, c'est que c'est accessible tout le temps, et c'est ça. Il faut bien que nous, faut réguler son temps. Je veux dire, dans tous les cas, il faut dormir, il faut faire d'autres activités, il faut reprendre conscience du temps qui passe, et ça c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que rien que perdre cette notion du temps qui passe, ça c'est assez fort avec les écrans, de se rendre compte qu'on a un peu cette impression d'être aspiré que notre temps est parti dans l'univers. C'est ça. Et donc donc première étape, en tout cas pilier essentiel pour réussir à réguler son usage des écrans, effectivement comme tu disais, prendre conscience et se fixer des règles, passer un contrat avec soi-même et avoir la volonté de vraiment y aller, quoi. C'est ça. Sinon on sait très bien que si on se laisse aller en se disant ce serait bien que je régule, en fait il se passera rien, quoi. Si on passe pas par du concret et des règles claires et nettes. Ça me semble très difficile en tout cas à le faire si on se fixe pas un cadre, puisque justement en fait il n'y a pas de cadre réellement dans le contenu, c'est-à-dire qu'on peut y accéder tout le temps à n'importe quelle heure. Donc en fait si on se fixe pas des limites soi-même, mais c'est tout le fond du problème, c'est le partout tout le temps et on est limité, quoi. Voilà. C'est ça.
Et c'est bien la différence avec des activités qu'on va faire en dehors du temps des écrans et qui peuvent être très agréables. Par exemple, je prends le dessin. Imaginons quelqu'un qui adore dessiner. Généralement, en fait, on se fixe un temps. On se dit, allez, pendant... si c'est dans une activité en groupe, ça va être 1h30, 2 heures, voilà. Et après, c'est fini. Même si on n'a pas vu le temps passer pendant ces 2 heures, c'est terminé, on le sait. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément avec les écrans. Pourtant, ça devrait être le cas. Ouais, c'est super intéressant de remettre ça dans ce contexte-là. Après, je me rends compte que typiquement dessiner, moi j'ai un truc où je me fais comme une session de scroll infini. Peut-être que j'ai un peu de mal à réguler, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Disons que peut-être qu'après, non, mais bien ça sûr qu'il y a des activités où on peut se laisser un petit peu aller et de temps en temps. Mais en général, c'est toujours bon de se fixer un cadre parce que dans tous les cas, ça peut avoir une conséquence sur d'autres activités. Bien sûr. Là, typiquement, je pense au dessin, mais ça m'arrive très rarement. Mais c'est vrai que quand je me lance en général, c'est parti pour plusieurs heures. Mais effectivement, je ne le fais pas tous les jours comme je pourrais aller tous les jours sur Instagram. Ouais. Quelque chose que j'ai déjà évoqué plusieurs fois et que je trouve super intéressant et dont je suis assez convaincue personnellement, c'est qu'il y aurait besoin d'avoir des cours d'éducation aux bons usages du numérique à l'école, en tout cas que ce soit abordé dans le programme de façon assez récurrente ou en tout cas assez présente, qu'il y ait cette éducation aux bons usages des écrans, d'une manière générale, le contenu qu'on consomme, la manière dont on le consomme et du coup prévenir aussi sans doute de ces dérives et de à quel moment est-ce qu'il faut qu'on commence à se poser une question des problématiques. Quel est ton point de vue là-dessus ? Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait des choses qui existaient déjà un petit peu. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors effectivement, l'école a quand même un rôle à jouer, puisque déjà, dans le cadre scolaire, on se sert aussi du numérique. Donc, par exemple, l'inclusion de tablettes, d'ordinateurs. Donc, forcément, il y a la responsabilité pour la communauté éducative de leur faire apprendre à maîtriser toutes ces technologies. Et en fait, c'est assez récent. Donc, depuis 2019, il y a dans le programme de l'éducation nationale pour les secondes, quand on rentre en seconde, d'avoir tout un cours en fait sur l'éducation, sur le numérique et sur la technologie, et notamment une sensibilisation, je dirais, en tout cas des connaissances sur plusieurs aspects par rapport notamment aux réseaux sociaux. Alors au-delà de comment c'est fait, c'est aussi comment ça va impliquer mes pratiques. Notamment, il peut y avoir la notion de l'e-réputation. Oui, comment on va se construire notre réputation, l'image sur le net. Et ça, c'est du contenu c'est hyper important, en fait, de sensibiliser les jeunes là-dessus, qui comprennent ce que ça signifie, qu'il y a des concepts derrière, et qu'ils ils ont malheureusement une responsabilité aussi sur leur propre image, parce qu'après, on connaît les conséquences, cyberharcèlement notamment, ça peut être très, très compliqué. Et effectivement, l'école se saisit de plus en plus de ces problématiques. On sait aussi qu'à côté de ça, dans les programmes d'établissement, dans les projets d'établissement, on peut avoir des objectifs qui sont mis en place. Par exemple, une semaine sans écran. Oui. Enfin voilà, il y a de plus en plus des choses comme ça. D'initiatives qui sont mises en place. Donc je pense que l'école a tout à fait conscience qu'elle a un rôle à jouer, et je dis tant mieux, parce que si l'école s'en saisit pas, qui s'en saisit ? À un moment donné, les parents bien sûr, mais c'est pas forcément suffisant, il faut que tout le monde aille dans la même direction, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis après, il y a la problématique du cyberharcèlement quand même, on pourrait en parler très longtemps malheureusement, mais là aussi l'école se saisit aussi de cette problématique, parce que ça fait partie des conséquences inévitables du contenu numérique, de la surconsommation, de l'hyperconnexion notamment. Et ça, il y a un programme qui a été développé qui s'appelle le programme phare, qui consiste notamment à accompagner les enseignants, la communauté éducative, à repérer, mais aussi à accompagner en fait les jeunes victimes ou aussi qui ont elles-mêmes été harcelées ou qui sont témoins. Enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui sont impliqués dans ce phénomène. Et donc oui, moi mon point de vue est positif. Forcément pas suffisant à l'heure actuelle, mais en même temps,
c'est tellement nouveau, je veux dire, que Oui. ça va limite plus vite que ce qu'on peut mettre en place. Donc, je pense que les efforts, en tout cas, sont positifs et que si ça continue comme ça, j'espère qu'on pourra y voir des effets significatifs. Voilà. Très bien. Voilà. Ouais, bah, c'est encourageant, effectivement. Il faut que ça continue dans cette voie et qu'on continue à aborder les sujets et à aller. Enfin, tous ces sujets sont hyper essentiels, en fait. Le cyberharcèlement, l'irréputation. Surtout qu'on sait bien qu'à cet âge-là, c'est compliqué. On ne se rend pas compte des conséquences sur long terme. On ne se projette pas aussi loin dans sa vie d'adulte pour dire qu'est-ce que je vais mettre en ligne ou pas. Je vous invite, si vous êtes à peu près de mon âge, 25 ans, à retourner lire des anciennes conversations privées ou pas Facebook. Ça fait un petit peu mal. C'est un petit peu difficile de relire ça. Ce qui est rassurant, entre guillemets, c'est qu'on est tous passés par là, on va dire. C'est ça. Même si c'est pas forcément très rassurant. Mais effectivement, c'est de se rendre compte que finalement, on a peu conscience, ou en tout cas, j'allais dire à l'époque, mais en fait, je pense que même aujourd'hui, quoi, c'est juste qu'au pire, on a juste changé de réseaux sociaux. Oui. Enfin voilà, on a bifurqué sur un autre, mais en fait, peut-être. On s'expose à peu près de la même manière. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a pour toi des aspects de la connexion, des aspects de l'utilisation qui sont plus d'une responsabilité du foyer que de l'école ou que politique? Alors, bon, globalement, je pense pas qu'il y ait un champ, c'est la famille, un champ c'est l'école, un champ c'est les politiques. Pour moi, c'est un tout. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une cohérence. J'aurais énormément de mal à voir une école dire moi, ça me regarde pas s'il y a une problématique associée aux écrans. Bien sûr. Parce que ça fait partie de l'éducation aux citoyens. Il faut pas oublier ça, que l'école éduque aussi aux citoyens. Donc, la citoyenneté numérique, on en parle de plus en plus aujourd'hui et c'est important qu'il y ait une prise de conscience aussi là-dessus. Par contre, effectivement, il y a des cadres particuliers qui peuvent être instaurés, c'est-à-dire que les temps hors classe, finalement, c'est le cadre qui revient à la famille. C'est-à-dire que l'utilisation qui est faite en dehors du temps d'école, il faut que ça soit encadré par la famille. Alors après, il peut y avoir des aiguillages. Aujourd'hui, les écoles, pas mal d'écoles proposent des accompagnements. Il y a la mallette des parents aussi. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tout un tas d'outils pour aider les parents à parler aussi, à échanger sur cette problématique. Mais effectivement, si on parle par exemple du contrôle parental, qui est quand même pas mal utilisé aujourd'hui pour la sécurité des jeunes, ce qui est tout à fait entendable, là, on peut se poser la question du rôle de l'école. Enfin, je veux dire, c'est un peu particulier. Par contre, le lien politique, pour le coup, gouvernement, je dirais plutôt politique, et famille, il y a vraiment un lien aujourd'hui qui se fait. Et je pense qu'il peut y avoir une méconnaissance aujourd'hui sur tous les outils qui peuvent être développés par le gouvernement. Notamment, je pense au site internet qui s'appelle jeprotegemonenfant.gouv.fr, tout en attaché, qui en fait est un outil qui permet aux familles de comprendre comment protéger son enfant des dérives sur les écrans. Et je trouve que c'est super en fait qu'il y a un effort qui a été fait comme ça pour aider les familles, à condition de le connaître. Voilà, c'est toujours compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est la communication et voilà. Ok, rendre accessible et faire connaître les initiatives qui existent, quoi. Du coup, on passe par le podcast aujourd'hui pour un petit peu... c'est parfait. On espère répondre aux bons outils. Pour terminer, donc, comme tu es spécialiste de ce qui est science de l'apprentissage, donc de l'apprentissage d'une manière générale, l'apprentissage, c'est un bon exemple de moment où le numérique peut être positif, parce qu'il peut apporter des outils plus ludiques, apporter des outils plus intuitifs ou plus... interactif. Et donc ça peut être très sympa. J'imagine que dans le jeu vidéo ou dans certains outils qui sont développés, il peut y avoir des compétences à développer. Je pense à tous ceux qui apprennent l'anglais par les jeux vidéo, etc. Mais à côté de ça, on sait aussi que le numérique parfois n'a pas sa place dans l'apprentissage. Est-ce que tu peux nuancer, donner des contextes dans lesquels l'un est plus positif ou des cadres, encore une fois peut-être, dans lesquels le numérique a sa place et d'autres moins? Alors, un grand sujet entre comment intégrer le numérique dans un cadre scolaire. Est-ce que c'est vraiment un outil qui aide vraiment à apprendre ou pas? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, d'abord, il faut toujours se poser la question de si j'intègre un outil numérique, pourquoi je le fais? Voilà, c'est... Il ne faut pas que ce soit un choix par défaut. Et puis surtout, alors oui, on parle du ludique, mais souvent, il y a aussi un effet à la nouveauté. C'est-à-dire qu'on va mettre un nouvel outil dans les mains, ils n'avaient jamais appris avec cet outil,
dans ce contexte-là scolaire. Du coup, l'effet à la nouveauté peut donner le sentiment aux enseignants que les élèves sont hyper motivés à apprendre la matière. En réalité, ils sont hyper motivés à manipuler l'outil, la tablette par exemple, mais pas forcément à apprendre. Et ce qui ressort aussi beaucoup dans la théorie de l'attention, on a 2 types d'attention. On a l'attention endogène et l'attention exogène. D'accord. Ce qui est très important dans les apprentissages, c'est l'attention endogène, celle qui vraiment, on va avoir de l'attention pour la connaissance qu'on est en train d'apprendre et pas pour l'esthétisme ou le fait que ce soit hyper divertissant, etc. Parce que là, finalement, si notre attention elle est portée là-dessus, qu'est-ce qu'on en retire finalement ? Donc, je dirais que le numérique peut être une bonne source d'apprentissage à condition qu'on n'oublie pas cette attention endogène et qu'on donne toujours l'envie aux élèves de, forcément, d'apprendre les connaissances qui sont à apprendre. Ensuite, il faut faire attention à ce qui... c'est la multitâche, en fait. Parce que des fois, de donner un outil nouveau, on va avoir envie de faire un peu tout et n'importe quoi, sans forcément se concentrer sur la tâche scolaire. Donc, ça nécessite aussi un cadre. Encore une fois, on parle du cadre, mais même dans le cadre scolaire, c'est important. Un cadre, du coup, pour apprendre, qui peut être différent. Surtout qu'en plus, on a tendance à vite les faire rentrer en interaction, les jeunes. Quand il y a du contenu, un ordinateur, on peut les mettre à 2 ou à plusieurs. Du coup, ça veut dire mettre en place des nouvelles règles aussi. Parce que c'est plus un travail individuel, ordinaire, qu'on peut... Voilà. On rebat les cartes, en fait, de pédagogique. Et donc, du coup, ça veut dire que l'enseignant doit aussi se sentir prêt et capable d'assumer tout ce que ça implique, en fait, en termes de changement. Donc, moi, en fait, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose, à condition que ce soit bien préparé et que les enseignants aient un accompagnement aussi, inévitablement, avec ça. Donc, si certains sont intéressés par ce sujet, il y a un livre assez récent qui est sorti sur les mythes et la réalité sur apprendre avec le numérique, justement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, donc, qui est de Amadieu et Tricot. Et ce livre est vraiment très inspirant, justement, sur ce sujet-là. C'est qu'il ne faut pas oublier, du coup, cette attention et le multitâche et de vraiment s'en servir dans un contexte très utile. Voilà. C'est ce qui ressort beaucoup. Donc l'idée de juste transférer un exercice qui pourrait être imprimé sur une feuille pour pouvoir le mettre sur une tablette alors qu'on pourrait le faire sur une feuille, c'est pas forcément très intéressant. C'est s'il y a une plus-value, qu'il y a une démarche pédagogique quand même supplémentaire. Voilà, c'est ce que tu disais au départ. On se pose la question de pourquoi est-ce qu'on intègre du numérique. C'est ça. À cet endroit-là. Alors ça peut tout à fait être très intéressant, très utile dans certains contextes. Je pense notamment parce qu'il y a aussi le développement des compétences sociales chez les jeunes qui sont très importantes. On sait que le numérique peut, on va dire, être une source intéressante, un support intéressant en fait pour peut-être apprendre des compétences de coopération, parce que l'interaction peut aller très vite, notamment de la réalité augmentée. Je veux dire, ça peut être super intéressant. Mais encore une fois, j'en reviens à condition de bien connaître l'outil et de bien comprendre le cadre autour duquel on le met en place. Ok, voilà. Très clair. Alors, il y a un avantage aussi que je n'ai pas expliqué là, dans ce cadre-là, sur le numérique et le rapport à l'école. Ça a quand même eu des avantages aussi. Il ne faut pas oublier la pandémie Covid-19. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais on a pu faire une forme de continuité quand même pédagogique grâce quand même au numérique, où les enfants ont quand même pu continuer à aller à l'école. Après, bien sûr qu'il y a des écarts, des inégalités sociales, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités sociales dans le cadre scolaire, ce qui n'est pas forcément facilitant pour tout le monde. Mais on peut aussi penser à tous les élèves qui, à un moment donné, ont dû, pour des raisons de santé, par exemple, interrompre leur scolarité en présentiel. Et il y a une continuité pédagogique qui peut mettre en place pour ces élèves-là. Donc le numérique a quand même aussi eu des avantages dans certains cas. Donc il faut pas l'oublier, ça c'est certain. Et est-ce que tu sais si on est aussi attentif devant un écran en Zoom à suivre un cours en visio qu'en présentiel? J'ai du mal à y croire personnellement, mais c'est purement empirique comme hypothèse. Enfin, pas empirique, mais c'est purement intuitif comme hypothèse, je me fonde sur rien. Alors je peux pas trop répondre à ça, ça serait... J'imagine en tout cas que de toute façon... Alors, ça va dépendre de plusieurs choses, je pense. Déjà, ça va dépendre de la manière dont l'enseignant se saisit de cet outil, encore une fois, pour interagir. C'est vrai que certains vont peut-être juste donner des slides et puis
juste raconter leur cours. Les interactions, c'est beaucoup plus difficile dans ce contexte-là. Mais je pense que on peut globalement être confronté aux mêmes difficultés que si on était en classe, mais elles sont plus difficiles à repérer peut-être. Okay, ouais. Parce qu'on éteint nos caméras, parce qu'on ne sait pas effectivement si la personne derrière fait autre chose ou pas. Donc, je pense qu'on est juste confronté aux mêmes problématiques, mais dans un contexte différent. Dans un contexte différent. C'est mon point de vue. Oui, voilà. j'entends. Je tiens à le préciser. Oui, bien sûr. Voilà. C'est bon pour toi. Moi, on a abordé toutes mes questions. Est-ce que tu as un challenge, du coup, à proposer aux auditeurs du podcast en ayant écouté ce podcast, s'ils veulent se challenger soi ou challenger leurs jeunes pour passer dans le vif du sujet, dans le concret? Moi, mon challenge, alors je pourrais en avoir 2, je ne sais pas si je peux en donner 2. Vas-y, je l'ai autorisé parfois. Vas-y. Non, alors, en fait, ça serait, parce que les deux sont un peu connectés. D'accord. C'est-à-dire que, comme si je reviens à ce que j'ai dit au tout début de notre échange, c'est la prise de conscience. Oui. Pour la prise de conscience, on peut se servir déjà ce qu'il existe sur notre téléphone, c'est d'aller regarder combien de temps je passe sur mon téléphone, mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est quand j'y passe du temps. Ok. À quelle heure? Est-ce que dans la nuit, je me connecte ou pas? Parce que ça peut être vraiment révélateur de certaines choses, ça peut être la peur de déconnecter de ces écrans même la nuit. Et dans ce cas-là, j'en reviendrai à l'autre challenge, c'est de pouvoir échanger avec une autre personne, donc ça peut être en famille, mais avec des amis, sur qu'est-ce que ça a assouvi comme besoin. Vraiment de se poser cette question et de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre qui vit très certainement à peu près les mêmes choses qu'elle, et en partant du constat, une observation du temps qu'on y passe, pour avoir un élément un peu factuel et de partir à la suite de ses besoins. Je pense vraiment que cet échange doit être mis en avant dans une famille ou avec des amis, parce que ça peut définir vraiment certains de nos comportements qui sont profonds, en fait. Nos besoins, qui on est. On passe tellement de temps aujourd'hui sur les écrans que je ne peux pas concevoir que ce soit juste des conversations superficielles. Ouais. Ça ne me semble pas possible et je pense qu'on ne prend pas assez le temps de discuter de manière profonde sur les raisons qui nous poussent à y aller. Si j'arrive à faire un podcast de plusieurs épisodes, c'est qu'a priori, il y a un sujet quand même sur l'hyperconnexion. Non, mais super, c'est super intéressant. Puis ça me fait sourire parce que je trouve que tu as amené ce challenge de manière très étude scientifique, tu vois. Alors, analyser des données de base et en tirer des conclusions émotionnelles et se poser des questions. Je trouve ça génial. En tout cas, c'est une méthode qui fonctionne dans la science, donc à répliquer dans la famille si ça semble super à répliquer exactement. Bon, parfait, je te remercie Mathilde. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, on vous quitte sur un challenge qui vous invite à échanger sur ces problématiques d'hyperconnexion. Dans l'épisode expert précédent, on vous disait d'échanger sur le sujet d'une manière générale, de ce que vous viviez, de vos astuces pour contrôler au mieux votre usage. Et aujourd'hui, on vous propose d'entrer en profondeur dans la discussion avec un proche, pour vraiment vous questionner sur les besoins que vous essayez d'assouvir à travers les écrans. Comme je vous le disais précédemment, Mathilde Riant travaille sur le projet Phonics Health. Phonics Health est une application conçue pour les familles pour accompagner les enfants, ados et jeunes adultes dans leur usage des outils connectés. Le projet s'adresse également aux professionnels de santé qui voudraient mieux comprendre les enjeux de la santé digitale et voir comment accompagner les personnes qui en auraient besoin. Si vous êtes concerné par l'une de ces situations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de Phonics Health via leur site internet. Aujourd'hui, Phonics Health propose déjà un premier dispositif d'éducation testé en études cliniques sous forme d'abonnement. Un épisode dédié à ce projet, où on parlera des études qu'ils ont menées et des stratégies que l'on peut adopter via une aide extérieure comme cette application, sortira dans quelques mois. L'application est un mix entre un contrôle parental et une application ludique, où on invite l'adolescent, l'enfant, à faire des challenges sous forme d'activités hors des écrans. Si vous souhaitez en discuter, mieux comprendre l'application ou souscrire au service, prenez contact avec eux encore une fois via leur site internet. Ils vous donneront alors toutes les informations nécessaires et si cela répond à votre besoin, vous pourrez définir un cadre et installer le dispositif sur vos appareils. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de « Et si tu posais ton tel ?», vous aurez une petite réduction et on a mis en place un partenariat où je touche également une commission qui soutiendra le podcast. Si vous êtes intéressé, je vous remets évidemment toutes les informations en description de l'épisode.
Merci encore une fois pour votre écoute sur cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un autre épisode expert le premier mercredi du mois et une capsule solo le premier dimanche du mois pour le dimanche déconnecté. À bientôt et en attendant, bonne déconnexion.